Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce mercredi des sciences en compagnie de Marc-André Solos. Et aujourd'hui, on va parler du sol, le cœur des écosystèmes terrestres. Je vous réexplique un petit peu le fonctionnement pour la partie questions-réponses qui aura lieu après la présentation de Marc-André Solos. Donc, si vous mettez votre souris en bas de l'écran, vous aurez un bandeau qui apparaîtra. Vous avez un outil questions-réponses, Q et R, que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Et vous pouvez aussi utiliser le chat si vous voulez. Voilà, donc il y aura une présentation d'environ 30 minutes et puis après un temps d'échange tous ensemble. Stéphane ou Samuel, je vous laisse enchaîner. Oui, je vais Bah, présenter oui, Marc-André. Marc-André, merci beaucoup en tout cas d'être rendu disponible pour ce webinaire. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Et voilà, Samuel, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. On a le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans les mercredis des sciences Marc-André Sellos, qui nous avait parlé des services écosystémiques, qui là, aujourd'hui, va nous parler effectivement des sols. Sols sur lesquels il a consacré un ouvrage qui est sorti en octobre dernier, qui s'appelle l'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention qui le piétine, qui est une somme. Je ne l'ai pas fini moi encore et il y a tellement de choses et c'est passionnant, beaucoup de choses sur le sol. Donc hyper riche, il est sorti chez Actes Sud. Donc Marc-André Sellos, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de te présenter au prof de SVT, mais est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste à l'origine des interactions entre les champignons et les plantes, mais plus généralement des questions d'écologie. Il est président de la fédération Biogé, notamment parmi ses nombreuses casquettes, et l'auteur de livres comme L'origine du monde, de vulgarisation à destination du grand public. Voilà, Marc-André, on t'écoute donc pour un exposé d'environ 30 minutes et puis ensuite on aura un temps de questions qui suivra. On t'entend pas. Bonjour à tous, merci de votre attention autour de ce sujet sur les sols et aussi merci à Belin de cette invitation. Je vais effectivement essayer de vous raconter un petit peu des histoires sur les sols en eux-mêmes et hors d'eux-mêmes, vous allez voir, parce que le sol, ce n'est pas qu'une histoire de sol. Alors, pour cela, je vais m'appuyer sur quelques diapositives dont j'espère qu'elles vous apparaissent maintenant. C'est bon? Oui, c'est parfait. Alors, effectivement, je veux vous parler de sol parce que, d'abord, ça recoupe des points des programmes, mais surtout, c'est un agent important de notre existence. Agent important, mais méconnu. Les sols ne sont pas translucides. Beaucoup des choses que nous allons montrer sont microscopiques, donc même si c'était transparent, on ne les verrait pas. Et puis, la dernière chose, c'est cette connotation culturelle autour des sols. On s'enterre quelque part, on est un cutéreux. Ce n'est pas très positif. Et tout ça fait que la connaissance des sols a longtemps été un peu délaissée par les universitaires et qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne réalisent pas ce qu'ils doivent aux sols, c'est-à-dire ce que les sols leur donnent, mais aussi ce que eux, en revanche, devraient donner aux sols. Le sol, c'est plein de vie. C'est plein de microbes d'abord. Et les premiers parmi ces microbes sont les champignons. Vous ne perdez pas de vue, j'imagine, que la partie du champignon qu'on voit, c'est macroscopique, mais c'est transitoire. Vous voyez en bas à droite de l'écran, à côté du logo Belin, quelques éléments de mycélium, ces filaments microscopiques qui poussent, c'est une image accélérée ici, en se ramifiant et en se ressoudant, vous le voyez bien, de façon à former un réseau microscopique de filaments qui font en gros un centième de millimètre. D'ailleurs, beaucoup de sols ont l'odeur de champignons, c'est ce qu'on appelle l'octénol, une molécule qui est un produit d'oxydation des acides gras membranaires lorsqu'il y a une cassure. Quand vous épluchez vos champignons de Paris ou quand vous froissez du sol et que vous cassez du mycélium, eh bien vous avez souvent de l'octénol qui s'exhale et qui dégage une odeur de champignon qui témoigne olfactivement, alors ça c'est intéressant parce que ça peut s'utiliser avec les élèves, de la présence de champignons alors même qu'on ne les voit pas. Les bactéries, il y en a aussi beaucoup dans le sol, unicellulaires ou en groupe ou en chaînette même, comme ce Streptomyces.
Et les bactéries sont un peu plus petites que les champignons, on est plutôt sur le millième de millimètre là, mais elles sont également très présentes dans les sols et présentes olfactivement, car l'odeur de sol, l'odeur de terre, l'odeur terreuse, eh bien, c'est la géosmine qui est un produit de ces bactéries filamenteuses en chaînette, comme le streptomycète, qui globalement, l'ensemble des streptomycès, actinomycès et autres franchias s'appellent les actinobactéries, anciennement actinomycètes. Et ces actinobactéries sont des producteurs de géosmine et donc font l'odeur des sols. Et d'ailleurs, à l'odeur, on sait si un sol est dominé par des bactéries ou par des champignons. Il y a également dans le sol des amibes. Alors, elles sont très importantes parce qu'elles broutent les bactéries et c'est des gros régulateurs des populations de bactéries. Enfin, elles broutent, elles phagocytent des bactéries. Les amibes sont faites de cellules qui se défendent pour se déplacer et emballer des proies. On a d'ailleurs des bactéries filamenteuses en bas à gauche de l'écran qui donnent l'échelle. Une amibe, c'est quelque chose qui fait entre 1 centième de millimètre et 1 millimètre ou plus. Il y en a des géantes qu'on appelle les blobs, les myxomycètes. Il y a également dans le sol des animaux de nombreux groupes qu'on peut facilement, il y a des protocoles qui permettent de les étudier, et là pour le coup il suffit d'une loupe bino. Et ces animaux, on y pense d'emblée quand on pense au sol, mais c'est un peu inexact, car on devrait penser avant tout aux racines des plantes. Je suis sûr que vous les avez oubliées. Dans la vie du sol, il y a surtout des racines. Et puis, il y a quelques animaux, et il y a moins d'animaux que de microbes ou de racines, parce que vous savez que ces animaux, ils sont soit carnivores, comme le pseudoscorpion, soit microbivores, soit ils mangent des racines. Et donc, pour une bête raison de pyramide trophique, il y a moins d'animaux que de microbes et de racines. En fait, dans un sol, il y a surtout des tonnes, enfin des tonnes, non pas des tonnes justement, mais une quantité astronomique de bactéries. Dans un gramme de sol, vous voyez, c'est plusieurs milliers d'espèces, un bon millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. Le sol, c'est bourré de microbes, et si maintenant on se place dans un sol moyen, à l'hectare, on a 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines, et je vous l'avais dit un petit peu moins, 1,5 tonnes d'animaux. Ça, c'est l'équivalent de 150 à 250 moutons à l'hectare, enfouis, invisibles, mais bel et bien présents, qui appartiennent à de nombreuses espèces. Près de 25% des espèces connues vivent dans les sols. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on ne connaît que 1% des cellules, des espèces microbiennes des sols, donc ce 25%, c'est 25% des espèces connues. Sur le total des espèces, je pense qu'on est légèrement au-dessus. En France, par exemple, un inventaire récent proposait qu'il y ait plus de 115 000 espèces de bactéries. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en France, on a 600 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères, 6 000 espèces de plantes. Je parle de la France continentale, là. Et pour le coup, on vit surtout dans un pays de bactéries, et notamment de bactéries du sol. Et il y a dans le sol entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante et entre 60 et 90% de la matière organique totale en comptant la matière organique morte. Vous voyez, le sol, c'est central. Et ce que nous voyons en surface, ce n'est que la périphérie des écosystèmes terrestres et pas l'essentiel d'eux. C'est tout au plus la moitié, en termes de biomasse vivante, de ces écosystèmes. Ces organismes du sol, eh bien, ils font le sol en réalité, et ils représentent plus qu'une diversité taxonomique, une diversité fonctionnelle. Je vous propose un rond de sorcière là. Alors, un rond de sorcière, ça se voit très bien en automne parce que les organes reproducteurs des champignons apparaissent en cercle, mais ça cache un mycélium qui est en cercle. Bien. Alors, pourquoi ça? C'est très simple. Une spore est arrivée au milieu, elle a commencé à grandir dans toutes les directions. Ces champignons-là sont en train de s'attaquer à la matière organique du sol, ils la décomposent et ils s'en nourrissent, et dans les zones où ils sont installés anciennement, il n'y a plus rien à manger, et le mycélium meurt d'épuisement, tandis qu'il croît vers l'extérieur. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que ce champignon-là, qui est en fait en train de décomposer la matière organique, il va réaliser une première grande fonction du sol, qui est non seulement de transformer la matière organique en choses qu'il peut consommer lui-même, qui vont faire sa biomasse, mais bien plus. Dans cette nutrition active, le champignon non seulement utilise la matière organique morte du sol pour faire du mycélium, mais aussi il respire. Et cette respiration dégage des déchets que vous connaissez, qui sont de l'eau et du CO2, ça c'est les déchets respiratoires, mais il a fallu, avant de respirer les molécules, retirer l'azote ou le phosphate qui était fixé dessus, et ces organismes émettent, tout comme nous dans l'urine. Quand nous respirons, une partie de l'azote et du phosphate qu'on a décroché des molécules qu'on respire finit dans l'urine, et bien eux, ils balancent carrément ces déchets, cet azote, ce phosphate autour d'eux. Et je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais quand on regarde
cette image, on voit bien que l'herbe pousse mieux là où il y a les champignons. Et d'ailleurs, les rondes sorcières sont souvent visibles, même à la saison où on ne voit pas les fructifications, les organes reproducteurs, par un rond d'herbe, un cercle d'herbe qui grandit mieux, car l'attaque de la matière organique, c'est non seulement la disparition de cette matière organique, mais c'est surtout le recyclage d'éléments qui vont nourrir les plantes. Et ce n'est pas tout. Parce que cette vie du sol, elle s'attaque à la matière organique dont elle libère progressivement du pouvoir nutritif, mais elle s'attaque aussi, et ça c'est moins connu, aux minéraux, et l'altération est loin d'être un processus purement physico-chimique. Regardez plutôt ce qui arrive à un petit cristal d'apatite, donc une roche, pardon, un minéral riche en phosphore, quand on le trempe 6 mois dans l'eau, sans aucune action biologique. Eh bien, la surface apparaît non altérée, alors ça c'est un petit peu faux, elle s'est légèrement dissoute, mais de façon homogène et très limitée. Ajoutons quelques gouttes de jus de sol avant de boucher le tube pour 6 mois. Alors là, les minéraux ont une surface complètement altérée, grêlée, et au fond des trous, devinez quoi? Eh bien, il y a des microbes. Alors regardez plutôt l'expérience suivante, qui consiste à mettre une hornblende, qui est une roche, une amphibole si ma mémoire est bonne, qui, par sa destruction, peut libérer du fer. Ton son est coupé, Marc-André. Ah, excusez-moi. Juste Alors, au début du graphique, oui. vous voyez qu'on a un milieu de culture. Quand on met que le milieu, il n'y a pas de fer libre. C'est les pointillés. Quand on met dans ce milieu de culture des streptomyces, eh ben, il n'y a pas plus, regardez, c'est les carrés blancs, il n'y a pas plus de fer qui apparaît dans le milieu. Quand on met le milieu de culture en faisant tremper dedans la hornblende, on a un petit peu de fer qui se dissout, et puis on arrive à un équilibre entre le fer lié et le fer libre, à un équilibre de dissolution. Quand on met la hornblende dans le milieu avec des streptomyces, là on a une libération massive de fer. Alors comment font les microbes pour se comporter en mineurs? Ben, c'est simple, l'altération c'est une dissolution. Et ils vont agir sur cette dissolution de la façon suivante. D'abord, ils émettent localement des protons qui catalysent la vitesse d'équilibre. Et puis, ils consomment, et c'est d'ailleurs quelque chose qui explique l'intérêt physiologique pour eux d'être là, ils vont absorber les oligoéléments, le fer, le calcium, le magnésium, le phosphate, ils vont absorber une partie des produits de dissolution. Et ça va déplacer l'équilibre vers la refabrication des formes solubles. Donc, vous voyez, ils déplacent l'équilibre en consommant une partie des produits et ils augmentent la vitesse de réaction et d'arriver à l'équilibre en émettant des protons. Ce qui fait que l'altération des roches, qui est aussi quelque chose qui libère de la fertilité dans le sol, se retrouve être également une histoire microbienne. Mais je vais vous dire, il n'y a pas que les minéraux et la matière organique qui sont en devenir sous l'effet de la vie essentiellement microbienne du sol. Il y a aussi les gaz. Vous savez qu'il y a des plantes qui fixent l'azote. Et vous savez comme moi que ce n'est pas dû à la plante elle-même. Si les légumineuses sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique, c'est qu'elles ont une nodosité sur leurs racines, qui sont le lieu où elles nourrissent des produits de la photosynthèse. Et alors, croyez-moi, ça leur coûte cher, ça représente 30% des produits de la photosynthèse. Il y a une très bonne vidéo dans les ressources pédagogiques du muséum qui, je crois, vont bientôt être ou sont déjà mobilisées par Belin qu'on a fait sur justement l'utilisation pédagogique des nodosités. Alors, ces rhizobiums qui vivent dans les nodosités, c'est eux, en fait, qui sont capables de convertir l'azote gazeux atmosphérique en ammonium, puis en acide aminé. Ces acides aminés leur profitent en partie, mais sont en partie donnés à la plante et expliquent sa richesse en azote, en azote organique, bien sûr. Alors, il y a aussi d'ailleurs des bactéries dans le sol qui vivent libres. Alors, elles sont moins efficaces parce qu'elles sont moins bien nourries, mais les azospirillum ou les azotobactères sont des bactéries qui, en se nourrissant de matière organique dans le sol, sont également capables de convertir l'azote gazeux en azote d'acide aminé. Et ces plantes, ces bactéries, à leur mort, subissent une décomposition dont le produit n'est pas un retour de l'azote à l'atmosphère, mais un retour de l'azote sous des formes minérales comme du nitrate, de l'ammonium dans le sol, c'est-à-dire de nouveau ici finalement et d'une façon plus indirecte. Vous allez retrouver sous l'effet de la vie l'azote gazeux sous forme d'azote nutritif dans la solution du sol. Vous voyez qu'on peut définir le sol comme un mélange de gaz, de matière organique et de matière minérale en devenir sous l'effet de la vie,
ce devenir étant en fait à la fin une minéralité présente dans la solution du sol qui nourrit les végétaux. On peut dire que le sol est un mariage de roches, d'atmosphère et de matière organique sous l'effet de la vie et que tous ces composés sont en devenir lent et sont progressivement instabilisés. Il y a aussi une animation physique du sol. Il faut réaliser que les sols nous paraissent immuables et d'ailleurs on y ancre nos maisons et on y ancre les arbres et les plantes y ancrent leurs racines, mais néanmoins les sols bougent. Alors ce n'est pas un mouvement violent évidemment, ça n'empêche pas le sol d'être un substrat d'ancrage, mais regardez plutôt ce que font les vers de terre. Les vers de terre, comme tous les autres animaux, ils perturbent le sol en creusant des trous. Et les animaux du sol, par leur déplacement dans le sol, contribuent déjà à des mouvements dans le sol. Mais les vers de terre sont particulièrement forts à cela, car vous allez le voir, leur alimentation même est quelque chose qui va brasser le sol. Les vers de terre mangent de la matière organique. Tout le monde sait ça et tout le monde croit, enfin, en tout cas, je ne souhaite pas vous faire insulte, mais je crois que beaucoup de gens pensent que les vers de terre mangent la matière organique morte du sol. En fait, il est vrai qu'ils l'ingèrent, mais c'est parce que c'est là qu'ils trouvent le plus de microbes, notamment de bactéries qui sont en train de se développer. Et c'est les microbes et les bactéries qui peuvent digérer. Les polymères végétaux, ils ne savent pas faire. Pour ça, il faut bien broyer la matière organique pour bien extraire le jus de bactéries et ils absorbent des petits grains de sable qui, dans leur gésier, leur servent, ainsi que les petites pierres qu'on a dans le gésier des oiseaux, leur servent à broyer les aliments. Et quand ils broient les aliments, ils relâchent toutes les toxines qu'il y a dans les tissus végétaux morts, des tanins, des terpènes, tout un tas de choses qui sont indigestes pour eux et pour arriver à s'en protéger, ils mangent aussi de l'argile. Un peu comme nous quand on prend du smecta parce qu'on a des problèmes dans le tube digestif, qui va fixer toutes ces toxines et les empêcher de rentrer dans leur organisme. Bilan, quand ils font des crottes, ces crottes contiennent des grains de sable, de l'argile et de la matière organique broyée. C'est pour ça qu'elles sont noires. Et vous avez vu un premier mélange. Et puis le deuxième effet de brassage, c'est que, bien évidemment, ils sortent en surface pour faire leurs crottes. Ils ne peuvent pas faire ça dans leur tube. Et vous voyez très bien qu'ils sont en train d'enfouir la matière organique qui était tombée sous des crottes prélevées à différents niveaux. Et puis alors, en plus, ils vont manger leurs crottes parce que cette matière organique broyée est particulièrement accessible à plein de microbes qui vont proliférer. Et quand on mange des crottes où on proliférait des bactéries, en plus, il y a déjà les grains de sable et l'argile. Donc, c'est absolument idéal. Et en réalité, dans les sols à vers de terre, tout le sol passe tous les 3 à 5 ans dans le tube digestif des vers de terre. Un brassage incroyable qui avait d'ailleurs inspiré Darwin, qui avait beaucoup étudié ça dans son dernier livre sur la terre végétale sous l'action des vers de terre. Hein. Et il rapporte une expérience qu'il avait faite dans son jardin. Il avait déposé de la craie et il suivait d'année en année, de décennie en décennie, l'enfoncement de cette poudre de craie qu'il avait à un moment mis en surface dans son jardin. Sauf que, il y a des sols où il n'y a pas de vers de terre, comme les sols d'Amérique du Nord, et il y a même des sols où il n'y a pratiquement pas d'animaux, parce qu'on va me dire, bon, s'il n'y a pas de vers de terre, les animaux vont un peu mélanger le sol quand même, par leur déplacement. Il y a des sols où il n'y a pratiquement pas d'animaux, comme les sols des landes bretonnes, tous les écosystèmes qu'on appelle des landes, hein, les landes d'altitude, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Qui mélange dans ces cas-là? Alors, prenez un instant pour y réfléchir. Qu'est-ce qui va opérer un brassage et remonter des choses et en descendre d'autres? Alors, souvent, on me répond l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle entraîne vers le bas. Hein. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui mélange, c'est quelque chose qui fait une chromatographie dans le sol. Non, c'est les plantes. Et les plantes, on oublie tout le temps leurs racines. Et leurs racines sont un agent très efficace de brassage, vous allez le voir. Alors là, il y a un petit peu de galéjade sur cette image. La vérité est que le tiers, en moyenne, de la biomasse des plantes est souterraine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des racines qui se développent. Ces racines, c'est une intrusion de matière organique, d'une part, et puis, de leur vivant, elles émettent énormément de substances. Elles émettent à la fois, par accident, le contenu de cellules qui sont blessées. Elles émettent du mucilage qui permet de retenir l'eau autour de la racine ou de lubrifier la pénétration par leur extrémité des racines. Dans les cellules mortes, d'ailleurs, il y a les cellules de la coiffe, hein, dont le devenir est de finir broyé, tout simplement, dans le sol. Et puis, il y a aussi toutes les exudations actives qui vont attirer des rhizobiums, des champignons mycorhiziens dont on va parler dans un instant, ou qui vont également avoir des potentiels antibiotiques et protéger de certaines maladies, voire même désherber. La reine des prés, par exemple, si on l'appelle la reine des prés, c'est qu'en général, elle est toute seule dans le pré. Pourquoi? Parce qu'elle émet de l'acide salicylique par ses racines,
qui joue le rôle de désherbant. Vous pouvez aussi penser à la juglone du noyer qui était mis dans le sol et qui sert de désherbant, au moins face à certaines espèces qui ne poussent jamais sous le noyer. Et au total, de son vivant, la racine dépose 10 à 40% du total de la photosynthèse dans le sol. Et puis, la racine, il lui arrive aussi de mourir. Toutes les petites racines ne deviennent pas grandes, et dans ces cas-là, il y a beau avoir du recyclage, il reste de la matière organique à la mort. Voilà donc pour l'enfouissement de matière organique. Cependant que mes racines extraient des minéraux, et par le biais de la sève brute, ces minéraux arrivent dans les feuilles. Mais qu'arrive-t-il finalement à ces feuilles? Un jour ou l'autre, elles retombent mortes, avec tout ce qui a été extrait dans le sol, et elles arrivent à la surface du sol, c'est-à-dire plus haut que n'ont été prélevées les ressources minérales. Donc vous voyez que la plante, c'est le grand oublié du brassage du sol, et c'est ça qui existe par défaut quand il n'y a pas d'animaux et qui est très actif, notamment quand il n'y a pas de vers de terre. Parce qu'il n'y a pas d'autre brassage dans ces cas-là. Alors, dans les agents de brassage, il y en a un dernier. Alors, on va en importance les croissantes. Mais il y en a un dernier, c'est les champignons. Vous avez bien vu tout à l'heure que les filaments ont une croissance intrusive et que, pour le coup, à l'intérieur, il y a un flux de cytoplasme qui est déplacé de zones où les choses ont été prélevées dans l'environnement vers les zones en croissance. Et cette capacité du mycélium à déplacer des choses, eh bien, les plantes l'utilisent avec, au niveau de leurs racines, qui ne sont pas exactement en fait des racines. Chez 9/10 des plantes, il y a des champignons dans les racines. Alors, vous avez compris ce dont je suis en train de parler. Ce sont les mycorhizes, à savoir qu'il y a des champignons dont le mycélium est présent dans le sol qui colonisent les racines vivantes et au niveau de ces racines, échangent contre du sucre venu de la photosynthèse. Ça coûte 10 à 40% selon le type de mycorhize de la photosynthèse, hein, les mycorhizes, ça coûte cher. D'ailleurs, tout ça, c'est encore du carbone qui repart dans le sol d'une certaine façon, mais dans des filaments. Là, hein. Et en échange de ce sucre, ces champignons ramènent de l'eau et des sels minéraux. Alors, ces mycorhizes sont extrêmement importantes dans la physiologie des plantes, parce qu'en plus, le champignon a des rôles protecteurs. Vous comprenez bien que dans son évolution, tous les traits par lesquels il peut protéger la racine ont été sélectionnés, car en fait, protéger la racine, c'est protéger ses ressources en carbone. Et c'est important de bien voir que la mycorhize démontre la capacité de transport des mycéliums, parce que finalement, la plante paye le champignon pour transporter. On compte qu'il coûte 100 fois moins de matière organique de faire une certaine longueur de filament de champignon que la même longueur de racine, donc c'est 100 fois moins cher en biomasse, et on compte que le contact au sol se trouve augmenté d'un facteur 1000 à 10 000 lorsqu'on rajoute les ifs du champignon. Vous voyez qu'on a un rapport de l'ordre du million en efficacité, c'est assez vertigineux, et ça explique que cette association soit extrêmement présente, sauf chez quelques plantes qui, de façon intéressante, sont souvent des plantes de milieux riches, où la racine peut se nourrir sans avoir recours à un champignon et au coût de la mycorhize. Bien, vous voyez qu'il y a une sorte de chorégraphie là, et cette chorégraphie, cette agitation, eh bien, elle est créatrice d'autre chose. Elle crée des pores dans le sol, elle crée des trous. C'est quoi ces trous? C'est le trou du déplacement d'une amibe. C'est le trou laissé à la mort d'un filament de champignon quand ce filament s'effondre. Et alors ça c'est du trou qui est bien stabilisé parce qu'il est tapissé de matière organique qui colle les morceaux et le stabilise. C'est des trous de vers de terre. C'est aussi des trous de petits insectes, voire des trous de taupes, mais en tout cas, vous avez une porosité et ces trous, ils sont remplis d'eau ou d'air. C'est là qu'on trouve les fluides du sol. Ce sol, il a une action hors de lui. Alors, j'aimerais maintenant vous parler un petit peu de l'effet de serre. Je pense que vous connaissez tous le principe de l'effet de serre, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais il faut se rappeler quand même qu'à la base, c'est une bonne chose un peu d'effet de serre, parce qu'il ferait quand même moins 50 degrés sur Terre si on n'avait pas d'effet de serre. Et il faut réaliser que le sol fait partie des choses qui produisent des gaz à effet de serre. Dans les sols aérés, c'est l'oxygène qui permet la respiration, et les sols aérés produisent du CO2 au fur et à mesure que la matière organique s'y décompose. Lorsque le sol n'a pas d'oxygène, il existe des respirations dites anaérobies. Alors, on est des fois un petit peu, nous, qui vivons dans un milieu oxygéné, embêtés, et on pense que la respiration, c'est toujours l'oxygène. Je rappelle que la définition de la respiration, c'est quand l'accepteur d'électrons final est exogène. Et il n'y a pas que l'oxygène qui peut accepter les électrons, c'est sans doute le plus efficace et celui avec lequel on récupère le plus d'énergie, mais vous pouvez donner vos électrons à n'importe quel oxydant, comme le CO2, et là, le déchet sera du méthane, ou au nitrate, et là, le déchet sera du protoxyde d'azote, voire de l'oxyde d'azote, voire du N2.
Dans ces respirations anaérobies, on produit donc comme déchet du méthane, c'est la méthanogénèse, ou du protoxyde d'azote, on parle de dénitrification pour la deuxième réaction. Et tout ça, c'est des gaz à effet de serre. Je vous rappelle que le méthane est 50 fois plus efficace dans l'effet de serre que le CO2, et le N2O est, quant à lui, 240 fois plus efficace. Alors maintenant, rajoutons l'homme là-dedans. L'homme, sa façon de gérer les sols augmente la contribution du sol à l'effet de serre. Quand vous labourez, vous aérez le sol, vous dopez la respiration bactérienne et vous produisez du CO2. D'ailleurs, les sols labourés sont beaucoup plus clairs, ils sont moins riches en matière organique que les sols non labourés. Quand vous irriguez, alors j'ai pris le paroxysme d'irrigation, eh bien, vous produisez davantage de méthane et de protoxyde d'azote. Et en particulier, il y a un cocktail, alors mortifère pour le coup, c'est le cocktail nitrate des engrais minéraux plus irrigation qui va doper la nitrification. J'ai un chiffre assez vertigineux à vous proposer. C'est le chiffre qui a été calculé par un climatologue américain, Rudiman, qui dit que l'homme a émis 2 fois plus de CO2 par le labour depuis qu'il laboure que de CO2 par l'industrie depuis qu'il pratique la combustion des énergies fossiles. C'est vertigineux, hein. Sauf que ça s'est fait à un moment où le climat devait se refroidir et ça a juste stabilisé le climat, cette lente émission par le labour depuis que nous labourons. Et quand on regarde la carte de France des émissions de protoxyde d'azote, eh bien on retrouve les grandes plaines fertiles où on met des engrais nitriques et où éventuellement on irrigue, bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, la Limagne, plaine de Saône et du Rhône, plaine du Rhin, bassin parisien, mais pas les sols assez secs du Languedoc-Roussillon et de la Provence, qui, eux, fonctionnent à l'oxygène. 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France l'est par le biais des sols. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sols sont une contribution à l'accroissement de l'effet de serre, et c'est très paradoxal, parce qu'en fait, ils pourraient, au contraire, être des agents de lutte contre l'effet de serre. Et je voudrais maintenant vous parler d'une initiative poussée par la France, et qui est en train de devenir une initiative européenne, le 4 pour 1000. Le 4 pour 1000, ça revient à dire que si chaque année on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000, le stock de matière organique du sol, le carbone ainsi fixé et qui ne sera rejeté que plus tard, équivaudrait à l'ensemble du carbone présent dans le CO2 émis chaque année par l'humanité. Si vous augmentez de 0,4%, 4 pour 1000, le stock de matière organique de tous les sols du globe, eh bien, vous arrivez à annuler les émissions de CO2 de l'année en cours. Ce n'est pas une raison de continuer à émettre du CO2, hein. C'est juste qu'il va bien falloir résorber le CO2 qu'on a déjà émis, et pour ça, il suffit de remettre de la matière organique dans les sols. Ça tombe bien, on vient de dire que le labour en avait enlevé parce qu'il avait favorisé la respiration. Alors le 4 pour 1000, ça mérite d'être creusé, n'est-ce pas? Et pour le coup, des ordures, il y a le fumier animal, et puis il y a nos propres ordures. C'est un scandale de voir partir mélanger la matière organique à des plastiques ou de la ferraille. C'est dramatique. Il faut récupérer ça, le hacher menu et le mettre en surface de sol bien vivant, dans lequel les vers de terre vont enfouir ces morceaux en l'espace de quelques jours. J'ai bien dit de quelques jours. Et ça, c'est important parce qu'en plus, ça va remplacer les engrais minéraux, puisque là-dedans, dans ces poubelles, il y a de l'azote, il y a du phosphate. On compte que les poubelles françaises contiennent la moitié de l'azote dont a besoin chaque année l'agriculture. Mais surtout, si on met ça dans les sols, eh bien, c'est une façon de fixer du CO2. Autre chose, et dernière chose, que fait le sol hors de lui, je voudrais vous parler de la fertilité des océans. Je vous montre ici une côte bretonne qui m'est très chère, et on devine qu'il y a plein d'algues sur les rochers et plein d'algues dans l'eau. C'est pour ça qu'elle est un peu verte, l'eau, même s'il est translucide. C'est vrai que la productivité primaire se place surtout près des continents. Alors, évidemment, vous pouvez me dire qu'il y a des zones, très nettement, comme au large du Chili, où c'est un phénomène d'upwelling. Mais vous êtes bien conscient qu'il n'y a pas de upwelling partout sur toutes ces côtes-là, et notamment sur les côtes d'Europe. Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui circule dans les rivières, elle vient des sols. Et comme elle vient des sols, eh bien, elle y a entraîné les produits des activités qui produisent de la fertilité. Et cette eau, elle arrive finalement dans les océans. Et quand elle arrive dans les océans, eh bien, elle les fertilise sur le littoral. Et vous comprenez un petit détail de l'actualité, c'est que quand on regarde les côtes de Grande-Bretagne, où arrivent des fleuves de Grande-Bretagne, mais aussi tout un tas de fertilité qui vient du Rhin, de la Meuse et de tous les autres grands fleuves, eh bien, c'est là que sont les poissons. Et on comprend que dans le Brexit, les pêcheurs français et européens en général se désespèrent parce que autant ils peuvent emmener leur bateau assez loin sur les côtes de Grande-Bretagne, il y aura des choses à pêcher, autant s'ils font le même chemin en mer, au milieu de l'océan,
Eh bien, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sol. Et au milieu de l'océan, quand il y a un cadavre, il tombe au fond de l'océan. Et là, évidemment, ça libère l'azote, le phosphate, il y a plein d'activités qui vont libérer la richesse nutritive, mais ce sera loin de la lumière et ça ne participe pas. Le recyclage se fait trop loin des zones de photosynthèse et donc le cœur des océans, il est pauvre. On voit que les sols font la richesse de la terre, mais aussi de l'océan. Et sur cette image, il serait vain de croire que seuls les tomates, le vin ou le pain ou le gruyère viennent directement des sols. En réalité, les coquillages filtreurs qui sont à l'écran viennent aussi en partie, sont autorisés en partie par les sols. Face à ça, il faut mettre en perspective un certain nombre de nos pratiques, et j'en aurai fini quand je vous aurai montré que certains de nos gestes, s'ils sont efficaces à court terme, sont inquiétants à long terme. Je vous dis que le labour augmentait la respiration, mais il a plein de défauts, le labour. Il attire tout un tas d'oiseaux ici qui sont en train de manger, littéralement, tous les vers de terre et les animaux du sol. Mais ce n'est pas tout. Vous imaginez bien que quand on laboure, ici, ce n'est pas du labour, hein, c'est un travail léger du sol avant semis, mais c'est la même chose. Les animaux se font manger, les filaments de champignons sont détruits, et on sait très bien que les sols labourés contiennent moins d'espèces de champignons et une moindre biomasse de champignons, parce que le mycélium, c'est fragile. Alors en revanche, quand on regarde les bactéries, on a plus d'espèces de bactéries, et on a souvent de grandes populations parce qu'elles respirent. Alors vous allez me dire, alors c'est bien. Oui, sauf que, par exemple, les bactéries ne font pas de mycorhizes. Donc, même si en diversité taxonomique, on peut se dire peut-être que la diversité de bactéries augmente, oui, vous comprenez pourquoi elle augmente, hein. On amène de l'oxygène, donc on respire mieux, et des espèces très aérobies qui ne vivraient pas là sinon, et puis on enlève des champignons, donc on enlève des concurrents. Mais s'il est vrai qu'en total de biodiversité, c'est peut-être constant, ce qui est certain, c'est que les bactéries, du point de vue de la biodiversité fonctionnelle, cette fois-ci, ne remplacent pas les champignons. Le labour, en augmentant la respiration, fait perdre de la matière organique au sol. Les teneurs de matière organique dans le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, le bassin parisien, la plaine de Saône et du Rhône, le Languedoc-Roussillon, la Limagne, les sols sont pauvres en matière organique. On voit très bien la forêt de Fontainebleau et la forêt de Compiègne. Et au passage, on voit aussi Gisol, un site à retenir pour les ressources pédagogiques. Le site Gisol, c'est vraiment un site intéressant où il y a plein de documents en ligne. Donc, cette perte de matière organique, elle est dramatique, parce que pour le coup, d'abord, la matière organique, ça retient l'eau dans le sol. Deuxièmement, ça stabilise les trous du sol. Donc, c'est de la perte de porosité, c'est de la perte de rétention d'eau. Et puis surtout, quand on a labouré le sol, il est à la fois moins cohérent parce qu'il n'y a plus de matière organique et de racines, et plus facilement entraîné par l'eau. Et ça explique l'érosion accrue après les labours. Même quand on a fait quelques semis, vous voyez que l'érosion emporte de la matière, alors que quand vous regardez un ruisseau en forêt, bien sûr, il y a de l'érosion, bien sûr, il y a de la matière dans l'eau, mais il y en a beaucoup moins. Et ça, le labour, c'est quelque chose qui entraîne une érosion catastrophique. Ça l'augmente d'un facteur 10 à 20, alors que si on reprend des méthodes de culture comme il en existe aujourd'hui et qui ne labourent pas les sols, eh bien, on redivise par 10 à 20 l'érosion. Quand vous regardez les grandes cités de la Grèce, de la Rome ou de l'Orient antique, elles sont entourées de plaines semi-désertiques avec des sols squelettiques. On se dit que c'est parce que les sols méditerranéens ne sont pas riches, ce n'est pas vrai. Si on a construit des grandes villes à ces endroits-là, c'est que les sols étaient productifs, on les a construits au milieu de plaines fertiles. Et puis ensuite, 5000 ans de labour. Et voilà. Alors, 5000 ans de labour et aussi de surpâturage qui dénude le sol. Mais le bilan, c'est que c'est des sols perdus. Donc, à court terme, le labour est intéressant parce qu'il désherbe, aère et rend poreux et remonte la fertilité, mais à long terme, il perturbe la vie du sol, détruit la matière organique, et alors ça contribue à l'érosion accrue, mais ça contribue aussi à déstocker du CO2 et à perdre également de la stabilité mécanique, de la capacité à retenir de l'eau. Et au total, à long terme, il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas acceptables. Alors aujourd'hui, on a des techniques de culture sans labour. Vous avez là 2 sols, il a plu il y a 3 jours. À gauche, c'est un sol labouré. L'eau, elle stagne parce que les trous du labour, c'est des trous qui se rebouchent très vite, ils s'effondrent, ils ne sont pas stabilisés par de la matière organique. Et d'ailleurs, il y a plein d'eau qui s'accumule, il est hors de question de mettre un tracteur là-dessus. À droite, le sol paraît un peu plus haut parce qu'il est juste plein de trous. Et ces trous, ils ont bu l'eau et ils la retiennent, mais pas en surface. Et dans ce champ à droite, il y a un tracteur qui va passer 2 heures plus tard. Alors qu'à gauche, il est hors de question d'y mettre un tracteur avant quelques jours.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des pratiques de culture sans labour qui se développent. Je ne dis pas qu'on peut cultiver n'importe quoi sans labour, ni n'importe où. Ça demande encore de la recherche, mais c'est le seul espoir de ne pas détruire nos sols par notre production. Un petit passage par les intrants avec le glyphosate, qui, vous le voyez, tue les vers de terre. Alors, le cocktail labour, où les vers de terre se font bouffer, et glyphosate, où les cocons de vers de terre sont détruits, c'est un cocktail mortifère, hein, et qui détruit aussi les spores des champignons mycorhiziens. Et alors là encore, hein, labour qui détruit le mycélium plus glyphosate, ben, pour le champignon mycorhizien, c'est vraiment pas génial. Alors on peut discuter de la comestibilité pour l'homme de glyphosate, mais pour les sols, c'est quand même quelque chose qu'il faudra arriver à remplacer rapidement. Il est hors de question de l'interdire avant de le remplacer, mais il va quand même falloir penser à le remplacer. Et puis, pour terminer, un petit mot des engrais minéraux. Alors, c'est très efficace, les plantes poussent plus, mais ils suivent la règle que je vous disais tout à l'heure. Une partie part dans l'eau et finit sur le littoral, et ça nous fait des marées vertes qui empuantissent la vie et qui détruisent la santé, parce que le H2S, c'est toxique, des riverains. Or, les marées vertes, ça produit du H2S. Alors, vous allez me dire que les agriculteurs ne protègent pas toujours les sols, mais je vais vous dire, en fait, ceux qui les tuent vraiment, les sols agricoles ne sont pas morts, ils ne sont pas en forme. Ceux qui les tuent vraiment, c'est les urbains qui étendent leurs voies de transport et les périphéries de leur ville sur les environs qui sont des environs fertiles, parce que les villes, on ne les a pas mis au sommet des montagnes ou au milieu des déserts, on les a mis au milieu de grandes plaines fertiles. La construction du campus de Saclay, par exemple, est un scandale alimentaire, un scandale environnemental, car c'est un des plus beaux sites, un des plus beaux sols agricoles d'Île-de-France, qui est en train de disparaître sous du béton. Dans l'indifférence générale et avec la bénédiction de pas mal d'universitaires qui pourtant sont habitués à vivre dans des taudis et donc auraient bien pu rester dans leur taudis habituel. C'est un universitaire qui vous parle et dont les problèmes de fonctionnement ne sont pas liés à l'état des bâtiments, c'est pas vrai. En tout cas, pas à Saclay. Bref, ce qui tue les sols, c'est l'extension des villes et cette chose-là va à une vitesse catastrophique puisque c'est un département l'équivalent de la surface d'un département qui disparaît tous les 7 à 10 ans. Je lisais l'autre matin qu'on a 29 millions d'hectares de surface agricole en France et qu'aujourd'hui, en fait, nous mangeons l'équivalent de 38 millions d'hectares, de la production de 38 millions d'hectares. C'est-à-dire qu'on a 9 millions d'hectares, l'équivalent du quart du total qui, en fait, se trouve ailleurs, à l'étranger. Et dans cette situation où nous sommes déjà en dépendance alimentaire, eh bien, nous continuons à perdre des sols agricoles. C'est un non-sens. D'autant qu'il faut un millénaire pour faire un sol fertile et donc, vous n'allez pas le refaire demain. Alors, j'ai peut-être été un peu long, mais pour conclure, aujourd'hui, l'excès de labour, les pesticides, les engrais minéraux et l'artificialisation mettent en menace nos sols. Mais il est encore temps de réagir parce que nos sols ne sont pas morts et en changeant les pratiques, et j'en parlais à propos des cultures sans labour, on sait commencer à faire mieux de ce point de vue-là. Il est temps de bouger et il est temps d'enseigner aux citoyens l'importance des sols et le fait que nos gestes ne sont pas des gestes complètement indifférents. J'ai un dernier document à vous montrer pour vous convaincre que ceci est important. Alors, bon, j'aurais pu faire de la pub pour mon bouquin ou pour la page Facebook où vous pouvez suivre les activités pédagogiques et les conférences que je donne, mais je voudrais surtout terminer en vous disant que je vais vous montrer l'outil qui sert le plus souvent à gérer le sol. Ah non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est la carte bleue. C'est par nos choix d'achat, nous, citoyens, que nous validons ou non la façon dont a été produit un aliment ou un produit agricole en général, et c'est nous, finalement, qui décidons ce qu'on fait. Et ça veut dire que nous, enseignants de biologie, nous devons transmettre cette vision d'un lien complexe au sol et le problème de la durabilité qui débouche directement sur des attitudes de consommation. On attend désespérément les labels indiquant que le sol qui a servi à produire une viande ou une carotte a été traité de façon durable. On l'attend et pour que ça vienne, il faut que vous formiez les citoyens qui recevront cette idée et cette complexité. Et je vous remercie de le faire tous les jours. Vous comprendrez que quelque part, l'enseignement est celui des sciences de la vie et de la terre. C'est le cœur de l'espoir d'agir mieux demain sur la santé et l'environnement, notamment via les sols. J'ai fini.
Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup. C'était Merci Marc-André. Quelle conclusion. passionnant. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos auditeurs? Alors, quelle expérience a permis de mettre en évidence que la plante fournit de la matière organique aux champignons? Ah bah alors, il y a en fait des expériences de marquage de la photosynthèse. Vous mettez dans un sachet la partie aérienne de la plante, vous fermez bien votre sachet et vous faites rentrer dedans du CO2. Alors, soit radioactif si vous êtes en enceinte confinée, soit si vous êtes dans la nature, c'est plus simple encore, vous faites rentrer du CO2 marqué au carbone 13, qui est un isotope rare, et vous prenez du CO2 riche en carbone 13. Ça se fait facilement à partir de certaines roches. Et alors, donc le bilan de tout ça, c'est qu'ensuite vous suivez la photosynthèse marquée. Une équipe de recherche à laquelle que j'ai piloté à une époque a fait l'expérience sur la truffe, par exemple. Parce qu'il y avait, les gens se disaient, oui, les truffes, le mycélium, c'est un champignon mycorhizien, hein, les truffes, le mycélium, sans doute, il est un peu saprophyte. Il mange aussi la matière morte. À cela ne tienne, on a mis de la matière morte avec du carbone 13, bon, on n'en a pas retrouvé dans les truffes. On a ensaché tout un arbre, on a mis du CO2 marqué au carbone 13, et l'année suivante, alors d'abord on a retrouvé ça dans les racines, puis on a retrouvé ça dans le mycélium, et surtout dans les truffes l'année suivante. Donc voilà comment on suit ces échanges-là. Après, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez aussi marquer le phosphore, ou phosphore radioactif, alors c'est un peu dangereux à manipuler. L'azote, vous pouvez le marquer à l'azote 15, qui est un isotope rare, vous pouvez en mettre beaucoup. Et ça se fait plutôt in vitro, mais vous donnez ça aux champignons dans un compartiment où il n'y a que le mycélium. Le champignon peut sortir de ce compartiment par des petits trous. Il n'y a pas de continuité hydrique, hein, il faut qu'il passe par-dessus une barrière. Et il arrive sur les racines d'une plante ou d'une plantule. Et vous voyez si, quand vous avez donné de l'azote marqué ou du phosphore marqué, vous le retrouvez dans la plante. J'ai parlé un peu de ces expériences dans mon bouquin sur la symbiose, mais ça se trouve très très facile. Honnêtement, ce n'est pas la peine d'aller acheter ce bouquin-là pour trouver ça. Ce sont des expériences de marquage. Après, ces expériences de marquage permettent aussi, en extrayant les métabolites qu'on trouve dans la plante ou dans l'organe de contact, la mycorhize, de regarder quelles sont les molécules qui sont marquées, quelles sont les molécules candidates à être transportées. On peut aussi citer les ressources auxquelles tu as participé qui sont sur la plateforme edu.mnhn.fr où il y a un module symbiose à destination des enseignants et notamment il y a des animations que tu avais fait avec Romina Seyed où ces expériences sont évoquées. J'ai évoqué tout à l'heure notamment une vidéo sur les nodosités. Oui, tout à fait. Et je peux préciser pour ceux qui utilisent le manuel Belin que ces vidéos et animations seront également mises dans les actualités des manuels Belin SVT. Ressources, oui, tout à fait. Il y a Marie qui nous dit qui évoque le problème des techniques sans labour, plus généralement de l'agriculture de conservation, ça c'est moi qui le rajoute, qui disent qu'elles sont extrêmement dépendantes du glyphosate et que du coup ça pose un problème. Est-ce que... Est-ce que Alors tu moi peux je... nous raconter ce problème toi-même? Et puis après, je rebondirai. Mais tu peux D'accord. peut-être nous le résumer. Ouais. Bon, en gros, dans les agricultures alternatives aujourd'hui, il y a des charges et sans pesticides, notamment sans herbicides. Il n'y a pas d'herbicides autorisés en bio. Et il y a l'agriculture de conservation qui défend une agriculture où il n'y a pas de travail du sol et des sols avec de la matière organique. Le problème, c'est que dans ces cas-là, on a des adventices, donc des herbes indésirables qui vont rentrer en compétition avec les cultures. Et donc, très souvent, ceux qui ne travaillent pas le sol et couvrent les sols avec la matière organique utilisent des herbicides totaux, notamment du glyphosate, pour détruire ces couverts végétaux qui vont faire cette litière à la surface. Donc, effectivement, il y a une espèce d'opposition. Et il se trouve qu'il y a des agriculteurs qui font à la fois du sans pesticides, sans herbicides et de la couverture des sols, mais ils sont extrêmement rares et c'est techniquement assez difficile à réaliser parce qu'il faut jouer sur les dates de semis, sur des complémentarités, des choses comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises, toi, comment tu vois les choses, puisque tu as évoqué à la fois le fait que l'apport de matière organique et l'absence de labour était quelque chose de positif pour le sol, et en même temps que le glyphosate était quelque chose de négatif. Donc le fait que cette pratique, l'agriculture de conservation, associe les deux, finalement, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et est-ce que la présence du glyphosate compense finalement les effets positifs de l'absence de labour? Alors, vous avez repéré que le bio, il est connu de tout le monde, mais le bio, en fait, il résout surtout des problèmes de santé des agriculteurs et des consommateurs. Alors, il a quand même un effet positif sur les sols, c'est qu'en remplaçant les engrais minéraux par des engrais organiques, vous remettez de la matière organique, et c'est bien connu que les sols
bio sont des sols plus riches en matière organique. Mais on laboure quand même. Et ça, c'est pas bon. Alors, maintenant, quand on laboure, il y a la façon. En fait, quand on ne laboure plus, pardon, ces pratiques-là sont nées avec les herbicides. Parce qu'en fait, on n'avait plus besoin de labourer pour désherber. Et donc, c'est né dans les herbicides. Et alors, aujourd'hui, on sait une chose, c'est que quand on ne laboure plus et qu'on utilise du glyphosate, la vie du sol augmente en quantité de bactéries ou en activité microbienne de 25%. Plus de labour et glyphosate. Ça veut dire que la gifle magistrale, c'est le labour. Le glyphosate est une gifle, mais bon. Alors, on fait mieux si jamais on ne laboure plus et qu'on a une autre méthode que le glyphosate pour détruire la végétation avant le semis suivant. Hein, on fait plus. Vous semez entre deux récoltes, ça va vous faire de l'engrais vert, vous mettez des légumineuses, vous mettez des plantes qui vont capter l'azote, le phosphate, et puis vous les abattez à la dernière minute, soit avec du glyphosate, soit vous êtes dans une région où il gèle et vous avez semé des plantes gélies. Bon, encore faut-il qu'ils gèlent. Hein. Soit vous faites pâturer des animaux. Mais le problème, c'est que souvent les graminées repartent de racines. Soit vous faites un très léger travail superficiel du sol qui hache la végétation jusqu'à la souche. Bon, là, c'est mieux que de labourer, mais c'est quand même moins bien que de ne pas toucher le sol. Soit demain, on aura d'autres produits. Alors, dans les produits qui sont expérimentés en ce moment, il y a des mécanismes d'électrocution qui ont l'air, quand on fait circuler du courant dans le sol, d'électrocuter plus les racines que les microbes. Alors, c'est à voir. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème, effectivement, pour faire de l'agriculture sans labour, sans glyphosate. Mais ça viendra, et ce que j'ai dit, c'est que le glyphosate est moins pire que le labour, et on ne peut pas sortir des problèmes en une fois. Il faut sortir par étapes. Je ne sais pas si ça répond aux choses. Mais vous voyez que l'agriculture sous couvert, elle est inconnue des gens, il n'y a pas de label connu, parce que c'est la santé des sols dont il s'agit, et ça, les gens ne sont pas mobilisés autour de ça. Ils ont créé un label, mais qui est effectivement extrêmement discret, qui s'appelle, je crois, au cœur des sols ou au cœur de nos sols, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas encore tellement, qui n'est effectivement pas connu. J'ai mis le nom de l'APAD, l'Association pour une agriculture durable, hein, qui est l'association des gens qui essaient de sortir du labour, qui est vraiment assez remarquable. Tu as parlé de tentatives d'alternatives physiques au glyphosate avec l'électrocution. Est-ce qu'il y a aussi des pistes chimiques? Est-ce qu'on pourrait rêver de molécules moins nuisibles pour la vie du sol On peut rêver de ça, mais on l'a pas. Mais je suis d'accord que ça reste à définir. Bon, là, on nous parle de molécules qu'auraient trouvé certains chercheurs allemands qui seraient aussi efficaces que le glyphosate sans toxicité. Bon, à voir. La fin de l'histoire n'est pas racontée. Je veux dire, on n'a pas cessé de faire évoluer l'agriculture pendant des milliers d'années. On a encore le temps de trouver des choses. Enfin, la messe n'est pas dite en termes techniques. Alors, Philippe pose une question que moi je me suis souvent posée. Comment, parce que le labour, c'est quand même une technique assez extrêmement ancienne, quoi. Et dans l'image d'Épinal, même pour le citadin qui ne connaît pas le monde agricole, le labour, c'est la technique agricole par excellence. Et comment une technique si nuisible à long terme a pu perdurer aussi longtemps? Parce que les échelles sont pas en fait, c'est parce qu'elle est nuisible à très long terme. C'est ça le problème. Je m'explique. Vous allez perdre 1 à 10 mm de sol par an, alors que votre sol se fait à 0,1 à 1 mm par an. Donc, vous avez votre sol qui continue à se fabriquer et vous le décapez par la surface. Les sols fertiles, ils ont une épaisseur de 1 à 5-6 mètres. Donc, le temps d'arriver vraiment dans des zones profondes où là, la fertilité est plus bonne, c'est d'ordre de plusieurs millénaires. Et c'est pour ça que ça se voit dans les cités antiques, autour des cités antiques, et que chez nous, en Beauce, ça ne se voit pas. Mais ce qui se voit en Beauce, c'est qu'après la pluie, il y a de la terre sur la route. Et à court terme, par contre, le labour, c'est tout bénef. C'est un brassage, ça s'oppose à l'entraînement par l'eau qui entraîne les choses en profondeur, ça désherbe, ça aère, même si les trous s'effondrent vite et qu'il faudra relabourer, ça désherbe. Alors, ça désherbe, mais ça fait aussi rentrer les graines de certaines plantes à dormance dans le sol qui vont dormir jusqu'au moment où le labour les ramène en surface. Et d'où les volées de coquelicots qui apparaissent certaines années dans des champs où il n'y en avait pas l'année d'avant. C'est juste un stock de graines qui est remonté en surface. Donc, si vous voulez, à court terme, ça marche. À long terme, en fait, ça pose un problème, c'est que ça marche en dilapidant le capital. Vous transformez le capital en revenu.
Donc, vous avez plus de revenus, mais le revenu baisse. Et on compte aujourd'hui que l'érosion sur les quelques 80 milliards de tonnes de sol qui retournent tous les ans à l'eau, l'homme est responsable, selon les estimations, de 50 à 95% du total. Ça veut dire que chaque année, nous perdons des sols et nous perdons de la production. Alors, ça ne se voit pas parce qu'on est en train d'utiliser de plus en plus les engrais et on est en train d'utiliser des variétés de plus en plus efficaces dans de plus en plus de zones du monde. Mais on estime que chaque année, nous perdons, à cause de la dégradation des sols, une production agricole qui correspond à la production de l'ensemble des terres agricoles de l'Inde. Chaque année, à cause de la dégradation des sols. Mais, une fois de plus, nos méthodes qui continuent à détruire le capital compensent un peu ça. Mais voilà, il y a plein d'endroits où aujourd'hui, la production baisse. Et la sélection variétale et les méthodes n'y pallient pas. Mais ça prend du temps. Et c'est ça, Philippe, c'est le problème de la tension entre le court terme et le long terme. À court terme, émettre du CO2 dans l'atmosphère, il ne se passe rien. 5 ans plus tard, c'est le bordel. Et rien que ce 5 ans fait que les gens, ils ne savent pas prendre ça en main. Il y a une question sur la permaculture. Est-ce que la permaculture utilise du glyphosate? Donc, la permaculture, c'est pas standardisé. Il n'y a pas de cahier des charges. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Néanmoins, généralement, les gens qui se lancent dans la permaculture, ils ont plutôt une démarche bio ou qui ressemble au bio. Et la couverture des sols. Il faut rappeler quand même que la permaculture, c'est surtout bien pour les très petites exploitations et pour les fans nourrir des grandes populations avec la permaculture parce que c'est manuel et qu'à moins d'accepter un renchérissement de l'alimentation ou d'imaginer que la moitié de la population redevienne paysanne, c'est difficile à imaginer. Voilà. Alors, cela dit, plusieurs choses. 30% de la nourriture finit à la poubelle dans nos sociétés, dans toutes les sociétés du monde d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'en s'organisant mieux, on pourrait avoir moins de rendement et nourrir tout le monde. Première chose. Deuxième chose, il faut aussi croire en la sélection variétale. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand on sème des intercultures, vous savez, ces cultures qu'on sème après la récolte d'une culture de blé et qui va couvrir le sol pendant l'hiver, retenir la fertilité et éventuellement contenir des fixateurs d'azote, on sème des mélanges de plantes bien adaptés à ce que je viens de dire, mais qui n'ont pas du tout été optimisés par rapport, par exemple, à empêcher l'arrivée de graminées. Or, le problème, c'est les graminées, parce qu'elles, quand vous les coupez, hop, elles repoussent. Le chien danse, c'est l'horreur. Donc, il y a des sélections variétales et des sélections de communautés végétales qui sont à préparer pour demain. Ça n'a pas été étudié. Et ça, c'est une porte gigantesque. De la même façon, d'ailleurs, comme on avait des pesticides, on a, et ça c'est vraiment intéressant, hein, on a perdu un trait qu'ont les céréales qui est d'émettre des toxines par leurs racines qui désherbent. On a perdu ce trait parce qu'on n'en avait pas besoin, puisqu'on mettait des herbicides ou qu'on grattait le sol. Alors ça, c'est intéressant, la sélection variétale, ça peut faire beaucoup de choses. Et je voudrais terminer par un dernier exemple, parce que c'est important, c'est complexe du coup, parce qu'on voit qu'il y a la sélection variétale, il y a le citoyen consommateur, et tout ça, ça traîne autour des sols. Mais je vais donner un dernier exemple. C'est les résidus. Alors les résidus, ce sont ces cépages que l'INRA est en train de produire qui ont des résistances dites durables. En gros, c'est des résistances au mildiou, à l'oïdium, mais qui impliquent plusieurs gènes et plusieurs mécanismes d'action. Du coup, c'est un peu comme les trithérapies, le mutant d'oïdium ou de mildiou qui serait capable de contourner toutes ces stratégies de lutte de la plante, il ne peut pas apparaître. Sa probabilité d'exister est infiniment faible et en fait, on ne le voit pas. C'est vraiment la stratégie des trithérapies. Et on avait parlé d'ailleurs un peu de ça dans le dernier webinaire et qu'on avait fait ensemble. Hein. Et donc, je parle de ça parce que en fait, l'idée, c'est que là, du coup, si vous plantez ces variétés qui, en fait, ont hérité de lointains ancêtres qui étaient des hybrides avec des vignes américaines, ils ont hérité de gènes de résistance des vignes américaines, dans un génome qui, par ailleurs, est un génome de vignes européennes. Bon. Si vous plantez ces choses-là, vous faites 2 à 4 fois moins de traitements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, 1, vous passez 2 à 4 fois moins de traitements de pesticides. Bon. Donc, 1, vous passez moins dans votre parcelle, et 2, vous mettez moins de molécules toxiques, et même si vous êtes en bio, vous n'utilisez pas de pesticides, vous mettez moins de cuivre, puisque bio, on travaille avec du cuivre. Et le cuivre est fini dans le sol, et il n'est pas complètement neutre. C'est moins grave que le glyphosate, mais enfin, c'est quand même pas bon. Donc, vous voyez qu'en changeant de matériel variétal, vous pouvez protéger votre sol du tassement et de l'accumulation de pesticides ou de cuivre. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser en bloc. Alors, c'est difficile, mais vous savez quoi? Et là, je vais être un petit peu cruel,
c'est la différence avec les mathématiques. X égale 1, c'est vrai ou faux. Est-ce que je dois mettre du glyphosate ou pas? Ça dépend de l'état des connaissances et de mon champ et de la demande des consommateurs et ça devient complexe, mais c'est la vie. Et on dit souvent que les sciences naturelles, elles éveillent à l'observation, elles font plein de choses comme ça, mais surtout, elles sont nées dans la complexité. Et ça, c'est vraiment pertinent dans la vie. Et je suis désolé pour tous les candidats à la présidentielle qui ont chacun décliné leur liste de matières essentielles. Mais tant que les sciences vivantes ne seront pas une matière essentielle, nous ne saurons pas vivre, ni faire vivre. Coralie aurait bien voulu un petit rappel sur le bilan du carbone dans le sol. On va revenir pragmatique. Si le labour diminue la matière organique du sol, la respiration devrait diminuer et donc moins de CO2. Or, c'est l'inverse qui se produit. Pouvez-vous m'éclairer? En fait, c'est Alors, attends, question du coup, je n'ai pas trop saisi sa question. Tu veux que je te le relise? Ouais. Si le labour diminue la matière organique du sol, la respiration devrait donc diminuer. Et donc, il y aurait de moins de CO2. Oui. Or, Non, c'est mais alors, l'inverse. oui, mais l'idée, c'est qu'on part avec un gros pool de matière organique. Faites la comparaison, c'est très pédagogique. Hein. Vous avez un champ à côté d'une forêt. Déjà, quand vous arrivez en forêt, souvent, vous montez. Hein, parce qu'il y a moins d'érosion en forêt. Et vous comparez le taux de matière organique. Vous voyez, le sol forestier, il y a plein de feuilles en surface, il y a de la matière organique dans le sol, le sol de l'exploitation à côté, il est très clair. Donc, l'idée, c'est qu'on a un stock, et plus on laboure, plus le stock diminue. Donc, elle a parfaitement raison. À partir d'un certain moment, il y a beaucoup moins de matière organique et il y a moins de production de CO2. Ça, c'est sûr. Et c'est à terme. En fin de déstockage. Aurons-nous les moyens d'accélérer la formation d'un sol d'un millénaire à quelques années? Est-ce qu'on sait faire ça? On sait le faire, mais on manque de. En fait, c'est une question qui m'est souvent posée. Parce que dans les fermes verticales, par exemple, en ville, dont on pense qu'elles vont sauver le monde, alors que bon, vous allez voir justement que ce n'est pas possible. On fait des sols, alors on peut même faire de l'hydroponique, mais ça, alors là, ça repose sur des engrais minéraux et le coût carbone énergétique et donc le coût en termes d'effet de serre de l'hydroponie, on va oublier. Hein. Mais on peut faire un sol en mettant de la matière organique, par exemple un compost de citadin, hein, avec des minéraux. On peut faire ça, et ça c'est un sol. Et il y a des tas de sols qui sont faits comme ça et qui marchent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en faire des milliers d'hectares. On ne peut pas faire des milliers d'hectares. C'est un problème d'industrialisation. Ça tient dans un pot ou dans une... ouais, mais ça ne peut pas tenir dans la nature, un truc comme ça. On sait le faire à l'échelle d'un jardin, quoi, mais voilà. Grand maximum. Quoi. Ouais. Y avait une question tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était. Sur le rôle des lichens dans la formation des sols. C'était une des toutes premières questions. Oui, alors, ça, c'est un des trucs dont je parle dans mon bouquin, dans le chapitre sur la pédogénèse. Alors, je suis désolé de renvoyer mon bouquin, mais honnêtement, je me suis tordu le crâne pour essayer de rendre les sols appétissants et clairs. Et dans la pédogénèse, effectivement, il y a un stade où, au tout début, vous avez des biofilms, c'est les croûtes un peu, je regarde d'or, parce que c'est les croûtes un peu bleutées, grisâtres qu'on a sur les façades, hein, c'est des biofilms bactériens. Et sous le biofilm, il y a une partie un peu morte qui fonctionne comme un sol. Sauf que là, quand ça s'épaissit, ça tombe. Donc après, ces biofilms, ils permettent l'installation dans ce qu'ils ont déstabilisé de matière minérale et le peu de matière organique qu'ils font de lichens crustacés. Quand le sol s'épaissit, vous commencez à avoir des mousses et des lichens foliacés. Donc oui, il y a un rôle dans la pédogénèse. Après, très rapidement, les plantes, avec leur système racinaire, sont dans les fonctions du sol et dans la rétention du sol beaucoup plus actives. Est-ce qu'on peut dire que leur rôle est limité surtout aux roches nues, avec un petit biofilm dessus, mais que finalement, quand on a déjà un sol de formé, finalement, ils ne servent plus à grand-chose? Oui, mais ici, Samuel, tout dépend de ce qu'on appelle un sol. Effectivement, si ce que tu appelles un sol, c'est un peu d'épaisseur, ta phrase est exacte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sous le biofilm, il se passe déjà les mêmes mécanismes que dans le sol. Et quelque part, pour moi, un biofilm sur une roche, la patine vivante de la roche, c'est déjà un sol. D'ailleurs, certains appellent ça un lithosol. Alors, pas tous, hein, c'est une définition large du lithosol, mais voilà. Donc, tu as tout à fait raison, c'est dans ces stades-là uniquement que les lichens ont un rôle, mais dans ces stades, ce qui se passe dessous, c'est déjà les mécanismes de diversité fonctionnelle dont je parlais tout à l'heure. On a une question de Guillaume. Est-ce qu'un sol peut se déplacer? Guillaume pense en particulier des transferts de sol dans le cadre des bouleversements
lié pas seulement au campus de Saclay, mais au Ouais. Grand Paris. Non, mais C'est- c'est sûr qu'on peut récupérer les sols, c'est sûr. Et on peut soit en faire des sols qu'on va mettre dans des environnements urbains où on veut restaurer du sol, soit on peut faire dans aménagements. Il y a quand même un problème qui se pose souvent, c'est que le sol, c'est un continuum entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Et quand j'ai un truc en dessous, comme je sais pas moi, des gravats, une roche qui a été décapée et que je rajoute un sol venu d'ailleurs, c'est le lien entre les deux qui ne va pas forcément très très bien fonctionner. Et il y a notamment un truc qui est catastrophique, c'est si la taille des trous, des petits trous, est plus petite en dessous qu'au-dessus. Parce qu'il y a une règle dite de capillarité qui fait que plus le trou est petit, plus il retient l'eau. Alors si vous faites un truc comme ça, quand il pleut, il y a de l'eau qui passe, tout le monde est content. Et puis après, le mouvement contraire qui est quand il pleut pas, il y a de l'eau qui remonte, et ben, il y a ce qu'on appelle une rupture de lien capillaire. C'est-à-dire que quand ça arrive à la limite de la partie du dessous où les pores sont petits, bah, ça ne remonte plus parce qu'au-dessus, les pores sont plus gros et ils exercent des pressions capillaires beaucoup moindres. Ça s'appelle une rupture de lien capillaire. Et ça, c'est l'explication de beaucoup de problèmes d'aménagement. Ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à remélanger, enfin, recréer des couches intermédiaires de mélange. Mais ça peut se faire. Sinon, il y a peu de spécialistes. Mais en même temps, le sol est un milieu tellement structuré qu'on a du mal à imaginer comment le transporter en camion-benne, ça va. De toute façon, en plus, si vous le transportez, là, c'est clair, il y a quand même des morts dans le parcours. Parce que Bah, oui, enfin, en ingénierie écologique, ça se fait. C'est-à-dire que quand on a un sol particulièrement fertile ou qu'on veut déplacer une mare ou un truc comme ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère. On l'a fait justement sur le plateau de Saclay dont tu parlais tout à l'heure, où il y a des contraintes réglementaires qui font qu'il y a parcs qui ont dû être déplacés. Bah, ce que font C'est des compensations les écologiques. gens, ouais, pour la compensation écologique, c'est qu'en fait, ils récupèrent les 30 premiers centimètres du fond de la mare dans lequel ils vont se retrouver avec la banque de semences, des structures de résistance des animaux, des crustacés, des trucs comme ça. Et puis, ils vont réimplanter ça quelques centaines de mètres plus loin en espérant que ça refasse le truc. Mais de toute façon, comme tu dis, la structure, elle est de toute façon bousillée. Et la seule chose, c'est qu'on essaye de remettre les différents ingrédients en espérant que le machin, il se restructure tout seul, quoi. Moi c'est la même chose pour la question qui est posée là de savoir est-ce qu'on peut ranimer des sols en ville. Alors c'est vrai, vous pouvez retirer le béton et puis essayer de ramener de la matière organique et relancer le truc. Ça peut se faire. Mais d'abord, ça ne se passe pas sur des très grandes surfaces. On va plutôt être sur la régénération d'une nature en ville de type distractive et pas de. Et il y a un autre problème, c'est qu'en fait, sous les villes, souvent, il y a eu des accumulations. Alors je dis il y a eu parce que maintenant la réglementation fait que c'est moins facile que ça se produise, mais des fuites d'hydrocarbures et donc des contaminations par des hydrocarbures, notamment des molécules polyaromatiques qui sont extrêmement toxiques, ou des fuites ou des dépôts de métaux lourds. Et le quotidien, finalement, des gens qui plantent en ville, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment où on a construit le Stade de France. On a découvert que les sols étaient complètement pollués. Et d'ailleurs, il y a eu une carabistouille dont parlait le Canard enchaîné récemment. Les boîtes qui étaient censées prendre ces sols, les nettoyer, les remettre ailleurs, elles les ont juste mis ailleurs. Donc, voilà, mais on a découvert, donc, dans ce qui avait été des zones d'industrie et d'ateliers pendant 50 à 100, 50 à 60 ans, pas plus que ça en fait, on a découvert des sols qui étaient complètement ravagés. Et alors ça, c'est le problème du sol urbain, c'est que souvent, il a un passé qui l'a pollué. Métaux lourds et hydrocarbures. C'est un problème notamment dans l'Est parisien pour la réhabilitation, effectivement, de toutes les friches industrielles. Où, en fait, il y a des gros, gros soucis. Il y a des volontés de faire des potagers participatifs, jardins ou jardins populaires, choses comme ça. Et en fait, les projets sont abandonnés les uns après les autres pour des questions de toxicité, quoi. La toxicité. Et vous avez vu aussi ces petits-enfants d'origine roumaine, là, qui les parents avaient mis des roulottes ou des camping-cars sur des terres abandonnées qui étaient polluées en métaux lourds. Parce qu'en fait, c'était des sols à Achères qui avaient été fertilisés en amenant des eaux d'égout. Ça marchait très bien au début, mais en fait, les eaux d'égout mélangent nos excréments, ça c'est très bien, et des eaux Industriel. pluviales, Ah oui. industrielles ou surtout pluviales, tu vois, qui ont lessivé de la merde, et tout ça s'est mélangé. Et donc, en 2000, à Achères, on a cessé la production de végétaux parce qu'en fait, on était au-dessus des teneurs autorisées en métaux lourds, en cadmium notamment et en zinc. Et eux, ils se sont installés là. Et les enfants, en fait, ils ont juste inhalé de la poussière. Et ces enfants, ils ont du saturnisme, c'est-à-dire des intoxications au plomb, pas possible, avec des taux de plomb. Mais, enfin, ces enfants sont condamnés quoi, à une existence sordide juste parce qu'ils ont joué sur du sol pollué.
Donc, vous voyez qu'on retouche la santé. Dernière nouvelle positive, voilà, juste un fait, même un fait théorique qui fasse qu'on termine ce webinaire sur une note. On vient de trouver un antibiotique, l'hygromycine A, qui est actif même au stade tardif contre la borréliose, la maladie de Lyme. Oh, ça c'est une très bonne Et nouvelle. ça sort d'un Streptomyces hygrometricus, qui pour le coup vient du sol, comme les pénicilliums, comme les céphalosporiums, comme les Streptomyces, comme les actinomyces, pénicilline, céphalosporine, streptomycine, actinomycine. Et oui, un des liens des sols à notre santé et un des intérêts de la biodiversité du sol, c'est les antibiotiques. Ils viennent du sol. Et ils viendront encore du sol. Et Dieu sait qu'on en a besoin parce que bon, nos antibiotiques classiques commencent à être un petit peu usés. André, merci infiniment d'avoir été avec nous cette fin d'après-midi. Donc, merci beaucoup. Les utilisateurs de Belin retrouveront le PowerPoint et on fera, Samuel et moi, une petite extraction des publis que tu nous citais. Et puis pour tout le monde, on donnera les références des publis Princeps. Voilà. Merci à tous. Merci Marc-André. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence très riche et très stimulante. Il y a énormément de réactions là, super positives et de retours positifs dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et puis merci pour tous vos partages. Je vous enverrai le replay de cette conférence dans les prochains jours. Et puis, comme le disait Stéphane, on mettra à votre disposition les ressources dans le manuel Numérique Max. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et allez visiter le site web de la Fondation Biogé, enfin de la Fédération Biogé. Vous verrez toutes les tribunes. Et vous pouvez nous rejoindre pour un tour en ville à Rouen du 20 au 22 mai. Ce seront nos premières journées annuelles. À Rouen, on envisage de faire... Pardon, je suis désolé, je suis en train de faire de la pub en plus, mais on envisage de faire... Vas-y. C'est ouvert à tous. Hein. L'équivalent... Ah oui, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. On voudrait faire à Rouen l'équivalent des journées de l'histoire à Blois. Et c'est la première édition sera sur la nature en ville du 20 au 22 mai. Tout est sur le site de Biogé. Venez nombreux. Et venez, parce qu'il ne faut pas que la salle soit vide, sinon il n'y aura pas de deuxième édition. Venez. On va se faire le relais. Et encore une fois, on pense à toi pour la rue de Grenelle. Merci à toutes et à tous. Ouais, merci. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire.